Il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum du studio Kalangou. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou qui sont diffusés en direct par 52 radios et 7 télévisions partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook, notre site internet www.studiokalangou.org, sur WhatsApp et sur Twitter. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou a pour thème comment repenser la gestion de la situation sécuritaire dans la zone des 3 frontières. Depuis le début de la crise sécuritaire au Mali en 2012, la zone frontalière entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger est caractérisée par un climat d'insécurité du fait de la présence des groupes armés, de la montée de la criminalité et des tensions intercommunautaires. L'accès aux populations affectées est limité dans certaines localités en raison de la situation sécuritaire, du mauvais état des infrastructures et des conditions géographiques difficiles. L'épicentre de la violence est la zone des 3 frontières. La région est devenue ou tend à devenir ce que la géopolitique appelle la zone grise, c'est-à-dire un espace en certains endroits de non-droit qui échappe en partie ou intégralement au contrôle étatique. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir professeur Zango Moussa, enseignant-chercheur à l'université Abdou Moumouni de Niamey, également membre du comité Union Tilaberi pour la paix, la sécurité et la cohésion sociale. Professeur Zango Moussa, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Boubacar Diallo, président du conseil des éleveurs Nord Tilaberi. Boubacar Diallo, bonsoir. Bonsoir. Au microphone, Mokhtar Hamadou. On va commencer avec vous, professeur Zango Moussa. Que peut-on retenir au sujet de la situation sécuritaire dans la zone dite des 3 frontières? Merci pour la question. C'est une question d'actualité parce que la zone des 3 frontières est une zone qui a connu des succès, surtout ces 5 dernières années. Et je prends juste à partir de 2018, mais en réalité, on peut remonter encore un peu plus loin. Parce que la situation qui nous arrive aujourd'hui dans notre pays, et particulièrement dans cette zone, ce n'est pas une situation nouvelle. C'était un long processus qui, à partir déjà des années 1990, se traduisait par le développement du banditisme armé. Ça, c'était des voleurs de bétail, des voleurs qui attaquaient certains marchands qui allaient d'un marché à un autre. Et puis, progressivement, s'est installé des groupes plus ou moins structurés, parce que quand on parle de groupes plus ou moins structurés, je vais parler des milices armées qui ont commencé à voir le jour. La milice de Tassara, je crois que c'était la toute première dans notre espace. Et ensuite vient d'autres milices tout au long de la frontière malienne. C'est bien avant l'insécurité, le début de l'insécurité malienne. C'est bien avant l'avènement du terrorisme. C'est bien avant l'avènement du terrorisme. Et le gouvernement nigérien était au courant. Mais on considère que le gouvernement était quand même dans ces zones à travers les représentants de l'État. Et puis, pendant la même période, tout le monde le savait, dans le Sahel, en tout cas au niveau du Niger et du Mali, le développement des rébellions armées ont été observés, même si ces rébellions ont concerné des catégories de population bien déterminées, mais c'est quand même des signaux qu'il faut prendre au sérieux pour se dire notre espace est en train de devenir fragilisé par le développement de ces différents groupes armés. Et puis, vient les années 2012, comme vous venez de l'annoncer, avec les chaos entre griffes. En tout cas, dans certains écrits, on parlait du chaos malien. Et vous savez, il faut aussi... On parle beaucoup aussi de la Libye, parce que 6 mois avant ce qui est survenu au Mali, c'était l'assassinat
du colonel Kadhafi. Président libyen. C'était en octobre 2011. Et puis, vous savez, là, c'était en mars 2012, pratiquement, que le nord du Mali, qui était déjà infecté, et peut-être même suffisamment infecté, à travers la prolifération des groupes armés, et que tout le monde connaissait, surtout combien de mouvements rebelles qui étaient observés, qui étaient reconnus comme opérationnels dans cette zone, qui tantôt faisaient des incursions au Niger, mais beaucoup plus dans l'espace malien. Alors, pendant cette période, il y a une conjugaison de facteurs. C'est pourquoi, dans certains écrits, quand on parle des groupes djihadistes, les groupes non djihadistes se sentaient non concernés. Mais en réalité, ce qui a ébranlé davantage les Sahel, c'est que presque tous ces groupes ont collaboré. Les groupes djihadistes, les groupes rebelles, les MNLA, joué un rôle que tout le monde reconnaissait en 2012-2013. On collaborait avec les États, djihadistes. avec le groupe djihadiste. Avec les groupes djihadistes. Mais c'est après qu'il y a eu des problèmes au niveau de ces groupes armés. Et ceux qui soutenaient certains groupes se sentaient très gênés qu'on dise qu'ils soutiennent quand même aussi des groupes terroristes. Même si aujourd'hui, malheureusement, la réalité est telle qu'ils sont connus. Ils sont connus qu'ils ont soutenu des groupes djihadistes et ils les soutiennent aussi aujourd'hui. Je vais parler de certaines puissances occidentales. Bref, cet espace ébranlé, cet espace qui échappe pour l'essentiel, en tout cas au niveau des frontières, au contrôle de nos États, est un espace infecté. C'est la voie par laquelle la fragilisation, les chaos qui affectent nos pays aujourd'hui, s'est passé. C'est pourquoi, bien sûr, on va revenir là-dessus. Oui. Tant que nos frontières sont restées sous le contrôle d'autres groupes qui veulent faire du mal, on va continuer à avoir, en tout cas, à enregistrer ces attaques armées, ces attaques criminelles de la part de ces groupes qui veulent faire du mal, surtout à nos États. Et à travers nos États, c'est précisément les populations. Parce que ce n'est pas au bonheur de population, on reviendra peut-être dans les détails. Oui, professeur Zangaou Moussa, je le disais tantôt, depuis 2012, le climat d'insécurité et de violence se sont détériorés davantage du fait de la prolifération des groupes armés, vous l'avez rappelé tout de suite, l'augmentation des affrontements communautaires et l'ascension de l'extrémisme violent. Quelles sont les solutions préconisées et quelles sont les recommandations formulées à l'issue du dernier forum régional sur la cohésion sociale, la paix, la sécurité et le développement durable des ressortissants de la région de Tillabéri, tenu en mars 2022 à Tillabéri? Vous me posez une question, ça veut dire qu'il faut, réviser. Il est clair que les ressortissants de la région de Tillabéri et leurs amis, parce qu'ils ne sont pas seuls, s'étaient indignés de ce qui est en train d'arriver à la région de Tillabéri. Du petit banditisme, on passe au grand banditisme. Les grands banditismes, le petit banditisme, c'était le vol de bétail. Oui, c'était le vol des groupes de 2-5 personnes qui volent un troupeau. Ou bien qui coupent les routes. Qui coupent les routes. Ça, c'était du petit banditisme, mais qui faisait du mal. En tout cas, sur le plan économique, on restera toujours ignorant entre griffes pour ce qui est de la quantité importante du bétail qui a été enlevé par ce groupe. Et le plus souvent, nos administrations, ce n'est pas qu'elles faisaient réellement des efforts. En 2008, pour la petite parenthèse, j'ai eu à faire 2 semaines à l'intérieur du Mali à la poursuite d'un troupeau de chameaux qui a été enlevé, qui a été volé par des individus connus par la suite, mais de ce troupeau de chameaux, on a eu la chance d'avoir 3. Oui, professeur, est-ce que vous avez eu à proposer des solutions de sortie des crises? Pour revenir à la question,
le forum de Tillabéri a analysé la question vraiment dans toute sa plénitude. Il y a eu des solutions qu'on a voulu complètes sur les plans de la sécurité des personnes et des biens. On a demandé de repenser le système d'administration au niveau de ces zones où il faut envoyer vraiment des administrateurs militaires. On a insisté pour que les forces de défense et de sécurité soient présentes au niveau des zones les plus affectées et surtout les axes empruntés par ces différents groupes armés et qui sont connus, les axes. Et à certaines périodes, ce sont des axes limités. Donc, on pouvait faire quelque chose si on voudrait bien les faire. Sur le plan économique, beaucoup de solutions ont été proposées, et parmi lesquelles il faut faire de sorte que ces populations qui ont presque tout perdu, qu'elles puissent avoir de quoi survivre, surtout celles qui ont été les plus affectées. Parce qu'il y a des gens, quelqu'un qui quand même qui disposait de centaines de têtes, qui disposait de greniers, qui disposait au moins d'un petit commerce, mais la personne se retrouve dans la pauvreté extrême, où à la limite, il n'a même pas un poulet. C'est la tragédie. On dit qu'il faut faire un effort pour que ces familles soient assistées du côté de l'État, qui peut quand même mobiliser un peu de ressources pour redonner espoir à ces familles qui ont tout perdu. Et cela n'a pas été fait. Alors, en tout cas, si ça a été fait, ce qui est sûr, ça n'a pas touché l'ensemble de la région. Merci beaucoup. La preuve est qu'il y a beaucoup qui sont aujourd'hui dans le gros centre urbain, ils ne peuvent même plus retourner chez eux. On a demandé aussi sur le plan social, vraiment, qu'on revoie la situation des écoles. Dans ces zones... Les écoles qui sont fermées. Il y a des écoles qui sont fermées depuis 4 ans. Des centres de santé fermés également. Oui. Des centres de santé qui ne pouvaient pas fonctionner parce que les populations ne sont pas là, parce qu'aucun agent ne pouvait, en tout cas fonctionnaire, ne pouvait être présent dans certaines zones. Du moment où tous les éléments de repère ont fui. C'est quoi les éléments de repère dans un village? C'est le chef de village, c'est l'imam. S'il y a un opérateur économique, c'est lui, c'est ça les éléments de repère qui est dans leur mission. Merci beaucoup. Les gens ne collaboraient pas. Merci beaucoup, professeur Zango Moussa. On va revenir vers vous. Encore le temps de donner la parole à Boubacar Diallo. Boubacar Diallo, le Niger fait face à des besoins humanitaires grandissants avec une situation sécuritaire qui se dégrade et entraîne de plus en plus de déplacements forcés. La crise des prix alimentaires, des chocs climatiques récurrents, une dégradation rapide des termes agro-pastoraux et une importante pression démographique. Quelle lecture faites-vous de la situation sécuritaire dans la zone dite des 3 frontières? Merci beaucoup, Mokhtar. Merci à Kalangou et merci au professeur. Je vais d'abord porter une accusation. Accusation à l'encontre de tout le monde, de l'ensemble des ressortissants des 3 frontières. Le Mali, le Burkina Niger, Faso. le Burkina Faso, le Niger, le Mali, le Burkina Faso. Cette insécurité, nous sommes tous responsables. Chacun doit assumer sa responsabilité et chacun doit faire son meilleur culpa et se dire que j'ai tort, j'ai ma part de responsabilité, je dois me corriger. Si on doit chercher chaque fois et auprès de l'autre, d'ailleurs, il y a 3 acteurs qui composent cette accusation. Vous avez le pouvoir public, vous avez nos forces de défense et de sécurité, vous avez nous-mêmes, population de la société civile, pas population civile. Chacun a joué un rôle dans la gestion de cette crise. Personne ne doit se disculper. Mais si aujourd'hui le pouvoir public accuse le force de sécurité, le force de sécurité accuse la population ou la population accuse le force de sécurité et le pouvoir public, c'est qu'on ne trouvera jamais de solution. Nous avons créé notre monstre. C'est à nous de créer les conditions pour que ce monstre, ou on le tue, ou on le ramène à la raison. Parce qu'il y a des monstres qu'on peut ramener à la raison. Et c'est ce cas qui est là. On n'a jamais dit la vérité sur la question qui se passe.
Dans le nord, dans la région des trois frontières. Parce qu'aujourd'hui, je ne veux pas me soustraire seulement du Niger. Et on a toujours voulu se cacher la vérité. Ce que vous voyez là, c'est la partie visible que vous entendez, qu'on voit. Mais la vraie réalité de cette guerre, on ne le trouvera jamais. Peut-être ceux qui sont au fond du terrain. Personne ne te dit la vérité. Le pouvoir ne te dira jamais. Le force de sécurité qui fait... Vous connaissez la vérité? Tout le monde connaît la vérité, mais personne ne veut le dire. Personne ne veut le dire. Quand le pouvoir public sait comment il gère ses populations, il gère ses forces de sécurité et il gère ses populations. Le force de sécurité qui va sur le terrain, la gestion qu'il fait sur le terrain, les informations qu'il a, ces opérations de la police sécurité qu'ils font, les rapports qu'on fait sur le terrain est différent de ce qu'on fait sur le terrain. Le pouvoir, nous, population, nos relations, notre vie ensemble, nos rapports avec le pouvoir public, avec nos forces de sécurité, c'est un autre problème. Voilà pourquoi je me rappelle quand j'étais au dernier forum de Mahatma Gandhi, devant le pouvoir public, tout le monde, j'ai dit nous sommes tous responsables. Et tout le monde a accepté. Ce mot-là, personne ne veut le dire. Parce que chacun cherche à se dégager de cette responsabilité. On ne peut pas me dire que... Bon, la preuve, il a parlé des années 90. Moi, je retourne en cadre des années 80. Et on remontait jusqu'en 76 même. Tout ce qui s'est passé le long de la frontière. Mais au temps de Kounché, on ne traversait pas la frontière. C'est nos éleveurs qui étaient en patrouille en transhumance vers la zone de Meneka, Adrambuka, qui sont victimes. Ils viennent se plaindre. Kounché ne tolère pas, on demande au cadre de commandement d'aller récupérer les animaux. Nous, on a été témoins, j'étais très jeune, mais il y avait des audios qui sont là sur leur site. Ça a continué. Ça a continué. Les gens ont souffert depuis les années 76, 80, jusqu'en 90 qu'ils ont créé leur fameuse rébellion là. En ça, là, dans la zone, il n'y avait pas d'armes. Les gens se battaient avec bâtons et sabres. La prolifération des armes a commencé à 90, après la rébellion, de leur rébellion. Et maintenant, tout le monde est armé. De l'autre côté, le Mali, le Niger, on n'était pas armé. Il n'y avait aucune arme sur le territoire nigérien dans les années 80, jusqu'en 90. C'est quand il y a eu la première rébellion. Les armes, les bandits ont commencé à attaquer nos éleveurs, ou c'est ce qu'ils appelaient la viande de casserole. Quand on vient chez un éleveur, on prend ce qu'on va égorger là-bas. Ils ont eu leur accord de paix, il y a eu des intégrés. Les intégrés sont rentrés dans l'armée malienne. Ceux qui ne sont pas intégrés ont gardé leurs armes sur eux. C'est comme ça qu'ils ont retourné les armes. Malheureusement, la mort du général Kounché, nos frontières ont été libérées pour les bandits. Chacun fait ce qu'il veut. Ils ont commencé à traverser la frontière, venir chez nous, ramasser ce qu'ils veulent, repartir. Et ça a continué. On a alerté, personne n'a dit mot. Diallo Boubacar, vous avez alerté, vous avez déjà alerté l'autorité. Qu'est-ce que, en réponse aux alertes, qu'est-ce que le pouvoir public a fait? Non, on n'a rien fait. En 99, j'allais venir un peu de ça, ils ont créé cette milice. Et cette milice, finalement, les représailles, il y a eu des forums de réconciliation pour essayer de réconcilier. On n'a pas eu gain de cause. Il a fallu en 2011, en juin 2011, on a fait un forum de réconciliation à Meneka, où on a signé un accord de paix entre la communauté Peul du Niger et les Touaregs du Mali. C'est moi qui ai signé cet accord. Et on a demandé la dissolution de tous les groupes armés. Quand nous, on est revenu le 10 octobre 2011 à Walam devant le Premier ministre Birgit Rabi, nous avons demandé à l'État le recrutement de ces enfants-là, leur réinsertion de la vie active. Parce que quelqu'un qui reste pendant des années avec des armes, quand vous récupérez son arme, la moindre des choses, il faut l'occuper. Personne ne nous a écoutés. Voilà pourquoi je dis, il faut écouter bien ce que j'ai dit au départ et vous allez voir la responsabilité de tout un chacun dans ce conflit-là. On avait demandé à ce que ces enfants-là soient recrutés. On nous a dit oui, Niamey, ils vont le faire. On est venu, on a tout fait. Au départ, ils nous ont donné 10 places sur plus d'une cinquantaine de jeunes qui ont déposé des armes. On nous a donné 10 places pour le recruter au sein des forces de défense et de sécurité. L'ancien premier ministre de l'Intérieur, c'était le premier ministre de l'Intérieur du régime de Issoufou. Après 5 jours, et 2 jours après, il m'a appelé et dit sur les 10 là, on donne 5. De 5, c'est venu de 3 à 1. La dernière fois que le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense m'a appelé, il dit amène-moi un élément, amène-le à Tonibia, il va faire sa formation militaire. On avait compris que des gens ne voulaient pas que ces enfants-là soient recrutés au sein des forces de défense et de sécurité. On les a abandonnés. Ils savent déjà manier les armes. Et quelques mois après, il y a eu le déclenchement de la rébellion du MNLA en 2012. En mars 2012, le Moujao a été créé pour faire face à l'hégémonie du MNLA. Je parle sur le contrôle du machin. Cette histoire, les gens ne le connaissent pas. Chacun est professionnel dans ce processus sécuritaire, mais les gens ne savent pas ce qui s'est passé. C'est toute une histoire. Pour eux, il fallait choisir, trouver un allié
Et il y avait ces jeunes que l'État du Niger a rejetés, parce que je comptais qu'ils ont été rejetés. Quand les gens déposent les armes, ils reviennent dans la République. Après l'accord de paix. Ici, on refuse de les recruter. On les a abandonnés. Le Moujao les a récupérés. Et malheureusement, voilà les conséquences où on est. Qui est responsable de cette situation? C'est l'État. Parce que l'État était dans l'incapacité d'assurer, de recruter ces enfants, de les mettre dans les conditions pour qu'on les... On les a abandonnés. Le Moujao a eu une opportunité, il les a récupérés. Et voilà la situation. Malheureusement, en 2014, fin 2014, la première attaque sur le territoire nigérien, l'attaque combinée de Hanam Tondi, de Walam et de Manguézi. C'était la première attaque sur le territoire nigérien. Depuis lors jusqu'à aujourd'hui, les choses n'ont pas changé. D'abord, le premier responsable qui les a laissés partir, c'est l'État. Parce que si tu laisses tes enfants à la merci des autres, ils vont les récupérer. Ces enfants-là vont revenir parce que tôt ou tard, ils vont revenir chercher ce qu'ils pensent qu'ils ont perdu. C'était ça. On l'avait stoppé si on pouvait le faire. On avait les moyens de l'arrêter. Mais des gens ne voulaient pas. Les gens ne voulaient pas. Voilà pourquoi je dis, nous, même en tant que population civile, on n'a pas joué notre rôle. Les forces de sécurité n'ont pas joué leur rôle. Donc voilà ce qui est en train de nous amener, qui est en train de nous enfoncer. Monsieur Boubacar Diallo, la zone dite des trois frontières, Burkina Faso, Mali et Niger, dite également Liptako Gourma, est marquée par une concentration des menaces sécuritaires diversifiées sans précédent, vous l'avez rappelé. Action de groupes radicaux, activités criminelles croissantes, banditisme, conflits communautaires. Comment expliquer cette défaillance de la gestion de l'insécurité dans la zone des trois frontières? Oui, c'est parce qu'on a une mauvaise politique sécuritaire qui de tout temps a fait en sorte que on n'arrive pas. Au départ, dans les années 80, avec Kounché, il y avait cette proximité des forces de défense et de sécurité et des populations. Les populations collaboraient, tout le monde collaborait, ça on le savait. Je parle sur le compteur du doyen qui est là. Mais malheureusement, à un moment donné, après les premières rébellions, la rébellion du Nord, beaucoup de choses ont changé dans l'esprit de nos forces de défense. Il faut dire la vérité. Le tissu social qui existait entre les forces de défense et les populations a coupé. Parce que de l'autre côté, dans les rébellions du Nord, c'est encore des stigmatisations qui étaient mises au devant. Du coup, on n'avait pas confiance à l'autre. Parce que celui qui prend une arme, automatiquement, on considère qu'il est issu d'une communauté. Et ça, c'est le danger. Pour une force de défense et de sécurité, d'abord, l'ennemi est là. Celui qui a l'arme, c'est lui l'ennemi. Cherche une collaboration avec même ses propres parents pour avoir des renseignements. Mais quand tu coupes le lien avec sa communauté, sa famille, tu auras des problèmes. C'est cette mentalité qu'ils ont développée malheureusement ici. Ce qui fait que le rapport entre civilo-militaire est coupé. De l'autre côté, quand le force de sécurité vient, il est un peu réticent. Pour lui, l'ennemi, puisque c'est l'autre, il sait qu'ils sont ici, le ressemble. Mais est-ce que cela n'est pas dû aux représailles des groupes armés sur les populations, la pression énorme qu'il exerçait? En fait, quand vous voyez pourquoi, mais la pression, même ça, il faut prendre le lien encore. Parce que chaque fois, voilà pourquoi j'ai dit, nous les populations, on ne dit pas la vérité. Les gens, entre eux, il y a le conflit communautaire qui est là. Le voisin, tu accuses ton voisin, alors que tu sais que ce n'est pas lui. Mais c'est parce que son fils est de l'autre côté, tu l'accuses, tu crées un fossé. Donc, les gens ne se disent pas la vérité. Celui qui cache un bandit, tu sais que dans ta famille, il y a quelqu'un qui est parti, tu le caches, tu ne dis pas la vérité. Parce que tu as peur peut-être, ou parce que tu le protèges. Et là, c'est du fausseté. Donc, cette fausseté est là au sein de nos communautés. Et du coup, personne n'a confiance à l'autre. Pourtant, il faut cette confiance pour que les gens vivent ensemble. La preuve, aujourd'hui, il y a une association, Union Tilaberi. Nous, on n'est pas là-dedans. Pourtant, on dit Union Tilaberi. Ça ne marche pas. Oui, Diallo Boubacar, comment mieux collaborer entre les communautés de la zone dite des trois frontières, Niger, Burkina Faso, Mali? La première des choses, il faut arrêter cette stigmatisation. Un bandit n'a pas de race, n'a pas de famille, n'a pas d'ethnie. C'est très difficile que vous trouviez la solution. Merci beaucoup, Diallo Boubacar. Professeur Zango Moussa, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, vous savez, ce problème de la zone de trois frontières, c'est un problème qui est mal connu au niveau de nos armées, mal connu au niveau de nos administrations. Et Boubacar, c'est un homme de terrain, Diallo. Il connaît bien la situation parce qu'il a vécu dans sa chair. Parce qu'on a des proches qui ont vécu, malheureusement, qui ont été des victimes dans cette situation. En juillet 2017, je crois que c'était la première et grande rencontre
tenus sur le Liptako Gourma à Ouaga, j'ai posé la question. Il y avait des officiers, il y avait des partenaires. J'ai dit, mais je ne peux pas comprendre que 3 États ne puissent pas gérer un problème d'insécurité dans un espace limité. Moi, je connais la zone des 3 frontières. Nos bergers font ça d'est-ouest, du nord au sud. Et 3 États n'arrivent pas à résoudre ce problème d'insécurité. Vous savez, la réaction d'un général nigérien, il me dit, mais Zangaou, on n'a pas les moyens. Des moyens humains, moyens matériels. Non, quand il dit moyens, il y a les moyens logistiques, l'équipement, les moyens, les ressources humaines. Mais je ne crois pas à cette réponse. J'ai compris tout simplement les vrais problèmes. C'est le problème de volonté politique. Et on a découvert par la suite le mouvement de ces groupes armés. Le plus souvent, il y a un accompagnement suspect. Quand en 2018, on voyait le mouvement, on vous disait qu'il y a 30-50 motos de la vallée de Gouroual qui remontaient vers le Burkina Faso, et qu'à basse altitude, il y a un avion qui est en train de survoler ces motos. Et c'est comme s'il les accompagnait, c'est comme s'il les convoyait, mais il y a de la suspicion. Et quand on prend des milliers de têtes de bétail, des milliers de têtes de bétail, pratiquement de tous côtés, mais cet espace que je connais, où est-ce qu'on peut stocker ces milliers de têtes? La question reste posée. On a fait une courte pause avant de revenir. Professeur Zango Moussa, on va revenir toujours avec vous. Quels sont aujourd'hui les défis les plus urgents à relever pour que les populations des pays du Sahel vivent de mieux en mieux? Alors, vous savez, les mauvaises solutions, il y en a eu beaucoup. Tout ce que Boubacar a développé, c'est parce qu'il y a eu de mauvaises solutions. Et il m'arrive souvent de dire, je préfère le manque, l'absence de solution que d'avoir une mauvaise solution. Les rébellions armées, tous ces groupes, ce qu'on appelle le désarmement, la réinsertion. Mais il y a eu souvent beaucoup plus de frustration. C'est ce qu'il est en train de dire. Beaucoup plus de frustration qui ont radicalisé les comportements de certains porteurs d'insécurité. Et dans notre espace, il faudrait penser à des solutions autres que les solutions habituelles. Oui, mais est-ce que les solutions habituelles, une réponse militaire peut être à la hauteur? Non, la solution militaire n'est pas la seule réponse appropriée. Tant que les populations elles-mêmes ne collaborent pas de manière conséquente avec les forces de défense et de sécurité, il est difficile de parvenir à une solution durable. Pourquoi l'Algérie a vaincu le terrorisme, l'islamisme, enfin les fils? L'Algérie, à un moment donné, c'était les populations qui s'étaient engagées. C'est vrai, ça a un prix. Parce que dans de nombreux villages, il y a eu des citoyens qui ont été assassinés. Mais les populations ont collaboré. Les forces de défense et de sécurité ont compris qu'il faut cette collaboration. On donnait des armes, on accompagnait. Elles essayaient d'être présentes parmi les populations. Quand les djihadistes, les terroristes ont vu cette collaboration, eh bien, pour la plupart, ils ont déposé sans condition les armes. Et vous savez, l'origine du terrorisme dans notre espace sahélien, dans les années 1990-91, c'était les
ceux qui ont fui, quelques radicaux qui ont fui, qui se sont retrouvés dans le nord Mali, dans les montagnes des Ifogas. De la droite des Ifogas. Et l'autre groupe s'est retrouvé à fuir pour se retrouver de l'autre côté du Pakistan. Mais ils étaient obligés de déposer les armes sans condition. Parce qu'il y a une réelle collaboration entre population et forces de défense et de sécurité. Quand on dit les forces de défense et de sécurité, y compris l'administration qui fait l'accompagnement. Mais chez nous ici, comment amener les populations à mieux collaborer avec les forces de défense et de sécurité? Mais il faut que notre administration change, parce que notre administration a un comportement qui fait que les populations ne sont pas rassurées. Allez-y dans la zone. La garantie d'une sécurité. Dans la zone des 3 frontières. J'ai entendu, ce n'est pas que des populations qui disent qu'elles préfèrent collaborer avec les djihadistes qu'avec notre administration. Parce qu'elles ont dit, avec les djihadistes, si tu te montres correct, si tu essaies de respecter ce qu'ils veulent, là, tu es au moins épargné. Mais ils disent du côté de l'administration, souvent on vient, on fait l'amalgame. On prend tout le monde ou on tue tout le monde. Il y a eu des situations de ce genre. Donc, les gens, tant qu'il n'y a pas cette confiance, le retour de confiance entre notre administration, entre nos forces avec nos forces de défense et de sécurité, ça va être très difficile de ramener la paix de manière durable. Boubacar, merci beaucoup, professeur Zango Moussa. Boubacar Diallo, le Sahel est aujourd'hui confronté à des multiples défis, dont celui de la pauvreté et l'insécurité, et même à certains défis liés directement à la survie de notre planète, en l'occurrence celui du changement climatique. Comment faire face en même temps à tous ces défis? Bon, les défis là, tant que la situation sécuritaire n'est pas stable, ces défis-là vont continuer. Et c'est qu'ils viennent. Oui, mais avec l'avènement des nouvelles autorités militaires à la tête de ce pays, est-ce que peut-on espérer le retour définitif de la paix dans la zone dite des 3 frontières, qui sont quand même, dont ces pays sont dirigés par des militaires? Bon, pour le Niger, peut-être. Moi, je suis un expert de la chose. Et l'histoire va me donner raison peut-être. Comme ça m'a toujours donné raison sur cette situation. Aujourd'hui, il y a 2 pays d'abord, le Burkina et le Mali, leur situation s'est beaucoup aggravée, contrairement à tout ce qu'on vous dit. En dehors de la situation des djihadistes, le conflit intercommunautaire est dense, tel qu'aujourd'hui, toutes les communautés, la situation s'est embrasée. Chez nous... Oui, mais comment amener les militaires à mieux gérer la situation sécuritaire? Bon, moi je dis, il faut qu'ils changent de politique d'abord. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est à l'interne. Chacun doit se dire, après 11 ans de conflit, on a mis les moyens. Les moyens militaires ont été passés. Aujourd'hui, on a amputé sur l'éducation et la santé pour entretenir cette guerre. Des alliés sont venus. On est toujours là, stagné. La chose ne peut que... Aujourd'hui, c'est le golfe de Guinée qui est touché. Vous pensez qu'il faut privilégier la négociation? Moi, j'allais en venir là. Depuis le début de ce conflit, on a toujours dit donner la chance aux négociations. Pas avec le grand groupe, mais avec nos locaux. Parce que dans ces 3 pays, le GNIM a recruté des locaux. L'État islamique a recruté des locaux. Le tout militaire aujourd'hui, moi je dis, tu fais la guerre, tu prépares la paix, tu fais la paix, tu prépares la guerre. On a beau faire venir toutes les armées, la Russie, Wagner, États-Unis, si c'est un problème interne à nos populations, conflit communautaire, manque de confiance entre ces populations, l'administration, manque de confiance entre les forces de sécurité et la population, vous ne pouvez jamais gagner cette guerre. Privilégions. Asseyons-nous. Voilà pourquoi dès le départ, j'ai dit nous sommes tous responsables. Chacun doit dire ce que j'ai fait. Comment je dois changer. Et on change. Ces enfants-là, ce n'est pas des dieux. Ces monstres-là, c'est nous qui l'avons créé, je t'ai dit. Et c'est à nous de chercher comment les amener à la raison. Mais est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui à aider les dirigeants de nos 3 pays pour qu'ils puissent ramener la paix, la stabilité dans la zone dite des 3 frontières? Inch'Allah, ils le savent. Ceux qui sont partis avant-hier et ceux qui sont là savent la bonne volonté que nous avons. Et
Et aujourd'hui, vous êtes disposé on toujours... est disposé. Je peux peut-être vous donner une petite histoire. Ça fait 1 an maintenant qu'on nous était à un moment donné du côté du nord de la région de Torodi, des Trois-Frontières. Nous étions en train de chercher à discuter avec ces gens. Et on avait beaucoup... Mais est-ce qu'on peut discuter avec... Non, on peut discuter. Et ils le savent. Ils le savent bien. Ce n'est pas des monstres. C'est ses enfants, c'est des petits frères, c'est des cousins, c'est des neveux qui sont là, qui sont derrière cette affaire. Donc, il est possible de discuter si on a une vraie politique. Il faut qu'on sache ce qu'on veut. Voilà pourquoi j'ai dit, reculons d'abord. Mettons-nous ensemble. Créer les conditions pour que, oui, faites l'analyse, l'histoire de tous ces problèmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment les choses sont passées? On met ça sur table. Les bonnes volontés sont là. Lançons-les à la recherche de ces enfants. Je vous assure. Je vous assure. Je ne dis pas qu'on va éradiquer, mais au moins, on aura une solution à cela. Aujourd'hui, si la Mauritanie est épargnée de cette situation, pourquoi? C'est une politique de sécurité à eux-mêmes qu'ils ont choisi. Est-ce que la Mauritanie a demandé l'appui du Mali ou du Burkina ou de ses voisins? Non, la Mauritanie a créé sa propre politique sécuritaire. Boubacar Diallo, les groupes armés non étatiques ont gagné du terrain ces dernières années dans la région de Tillabéri, dans les départements de Torodi et Saï notamment, en dépit des opérations régulières menées par les armées françaises et les armées nationales dans la région. Les groupes armés non étatiques contrôlent une vaste zone rurale d'un immense territoire. Ils font fermer des écoles, le professeur Zangaou l'a rappelé, élèvent des impôts et rendent la justice. Est-il encore possible de sécuriser toute cette vaste zone? Il est très possible. Très possible. Et ça peut se faire avec une bonne volonté de tout un chacun. L'union sacrée autour de la question peut nous faire trouver la solution. Et c'est voilà pourquoi je dis que personne ne devrait être écouté. Il a parlé tout de suite des cadres de commandement. Il faut savoir qui a mené comme cadre de commandement. Un préfet qui reste toute la zone, toute l'année, pendant 3 ans, 4 ans, sans faire 5 km de son territoire, ce n'est pas possible. Un gouverneur, idem. Donc, il faudra que cette union sacrée se fasse avec tout le monde. Mettez toutes les communautés, tout le monde ensemble. Et aussi, évitons la politique. Si aujourd'hui nous mais est-ce que la pauvreté n'est pas en partie la cause de cette insécurité? C'est la malgouvernance. C'est d'abord la malgouvernance. On est toujours pauvre. De tout ce temps-là, on était pauvre. Mais on a vécu. Mais qu'est-ce qu'on peut faire dans la zone-là pour un peu amener les gens à déposer les armes, à devenir républicains? Oui, mais ça, il faut discuter avec eux. Il faut que des bonnes volontés aillent vers eux pour discuter. Pourquoi ça? Qu'est-ce qu'il se faut? Qu'est-ce qu'il faut? C'est la négociation, la médiation qui peut ramener ça. C'est la mauvaise gouvernance qui nous amène dans cette situation. C'est cette mauvaise gouvernance. On pense qu'aujourd'hui, pour nous, les choses vont changer politiquement. Que nos forces de défense et de l'armée qui est là, qui a pris le pouvoir, qu'ils ouvrent. La guerre est là, mais privilégions aussi le dialogue. Créons un cadre idéal de contact, d'échange. Les acteurs, les vrais acteurs, pas les acteurs politiques ou ces nouveaux intellectuels qui pensent qu'ils sont devenus des professionnels de la chose. La question nord, l'insécurité là, il y a des gens qui l'ont vécu, qui vivent là-dedans, qui savent ce qui s'est passé. Il faut faire appel à tout le monde. Aujourd'hui, il n'y a plus de partis politiques. Moi, je pense qu'ils doivent faire appel à tout un chacun. Tout celui qui peut apporter sa modeste contribution. Aujourd'hui, la haute autorité à la considération de la paix est là. C'est un militaire qui est là. C'est une personne, une nouvelle tête qui est là. Il faudra qu'il crée les conditions pour rassembler tous les vrais acteurs. Le ministère de l'Intérieur, tous ceux qui peuvent apporter le... Qu'est-ce que vous pensez? Écoutons la population. Cet conflit est parti de la population. C'est au sein de cette population qu'on va trouver la solution. Ce n'est pas à Niamey. Niamey ne trouvera jamais de solution. Laissez-nous entre nous et ces enfants-là. Et si on ne trouve pas la solution, je pense qu'il n'y aura jamais de solution. Merci beaucoup, Boubacar Diallo. Professeur Zangaou Moussa, quels sont vos conseils, recommandations ou propositions de solutions pour un retour rapide de la paix, de la stabilité dans la zone des 3 frontières et dans tous les autres pays du Sahel? Alors, question vaste et question délicate. Il est clair que pour que la paix soit retrouvée au niveau des zones perturbées, il faudrait, dans le court terme, regarder du côté des forces de défense et de sécurité. Qu'est-ce qu'on peut sécuriser de manière durable? Parce que les missions qu'elles font, les patrouilles, souvent c'est pour aggraver la situation sécuritaire des populations locales.
Parce que de l'autre côté, on considère qu'il y a quelques membres qui sont collaborateurs et commencent les représailles. Je prends la zone des 3 frontières, ce qu'on appelle l'angle du triangle de l'insécurité transfrontalière. C'est quelle zone? Vous prenez Fonkotia. Fonkotia, c'est ça encore Fetili. Parce que vous avez les Mali par là, à travers la commune de Tessit. Vous avez le Burkina à travers la commune de Tinakov et de Markoy. Et du côté du Niger, vous avez la commune de Gorowal et la commune de Bankilare. C'est une des grandes bases. En 2013, je disais aux amis ivoiriens, et togolais, attention. La situation qui est en train de se développer actuellement dans le Sahel, si vous ne faites pas attention, ça va vous arriver. Faisons tout pour renforcer la sécurité au niveau des frontières. Pour créer une sorte de digue, pour que l'insécurité ne progresse pas. Le Burkina n'était pas encore touché, parce que le Burkina, c'est aussi à partir de 2015. Mais, souvent on néglige parce qu'il s'agit de population. Mais si c'était un chef d'État, comme vous avez constaté, ça allait être la grande mobilisation. Parce que les chefs d'État se disent « Ah, après lui, ça risque d'être mon tour. » Mais comme c'est du côté des populations, on a dormi. On a laissé les choses progresser. S'il existait une base au niveau de ce que j'ai intitulé cet angle du triangle de l'insécurité, je suis sûr qu'il n'y aurait pas de progression aussi rapide de l'insécurité à partir du Mali. Parce que c'est le Mali qui a inondé le Niger et le Mali ont inondé le Burkina Faso, et puis c'est parti dans le nord dans le nord de la Côte d'Ivoire, le nord du Togo, etc. Parce que les velléités, c'est la côte qui est visée. Il faut occuper l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, pratiquement. Professeur Dangaou Moussa, est-il facile aujourd'hui de sécuriser toute cette vaste zone-là? Je pense qu'il est encore possible. Mais il faut qu'on change de paradigme. Le comportement de nos forces de défense et de sécurité. Allez-y du côté de ces populations-là pour recruter. Vous avez ce qu'il a dit. Les gens, à un moment donné, sont réticents de recruter vrais acteurs au sein des populations locales. Les vrais acteurs des zones qui servent des portes d'entrée d'insécurité. Mais on a commencé avec la garde nationale. On a déjà commencé avec la garde dans certaines localités. Je sais comment ça s'est passé. Au forum de Tillabéri que vous avez évoqué, nous avons dit qu'il y a eu plusieurs recrutements dans certaines régions. Tillabéri, c'est à peine qu'il y a eu un seul qui a été mal fait, dont le résultat ne pouvait pas être visible. Donc, il faudrait nécessairement occuper une partie du terrain de manière durable. Deuxièmement, nos administrations. Vraiment, il ne faut plus envoyer des gens qui vont rester dans les bureaux. Vous voulez dire qu'il faut envoyer des militaires comme les gouverneurs aujourd'hui? Moi, du côté à Tillabéri, nous avons parlé de militaires surtout pour certaines circonscriptions. C'est extrêmement important et pas n'importe quel militaire, parce qu'il y a certains militaires, peut-être les civils sont encore plus perspicaces qu'eux. Il faut absolument des militaires engagés qui savent que leur mission, c'est de sécuriser les populations. Merci beaucoup à tous. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir professeur Dangaou Moussa, enseignant-chercheur à l'université Abdou Moumouni de Niamey, également membre du comité Union Tillabéri pour la paix, la sécurité et la cohésion sociale. Et Boubacar Diallo, président du conseil des éleveurs Nord Tillabéri. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parviennent grâce à nos 52 radios partenaires. Merci aussi à la technique côté son assurée par Issa Lawali et à la réalisation Seini Isaka. Merci, au revoir.